Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui va donc te raconter un peu le protocole complet. Voilà, je l'ai repaufiné, bien rédigé comme il faut pour réparer ta muqueuse et enfin prendre le poids que tu veux prendre. Construire cette masse musculaire que tu veux construire, mais également, parce que tout en découle, si tu as vu un petit peu la vidéo où je parle de mon histoire, quand ta muqueuse elle est réparée, ça va influer sur ton sommeil, ta prise de muscle, donc ta libido, ta capacité à récupérer donc musculairement tes journées, ta capacité à encaisser le stress par exemple, ta motivation, bref, dans la mesure où tu assimiles tous les nutriments de ce que tu manges, bah forcément, tu vas te retrouver, on va dire, beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant sur de nombreux domaines. Moi, je parle donc beaucoup du symptôme physique, qui est donc la prise de poids, parce que c'est le plus voyant, le plus parlant. Et moi, c'est ce qui me complexait le plus. Donc, effectivement, je parle de prise de poids et ou de muscles en plus. Ok, d'accord. Mais sache que réparer ta muqueuse, ça va avoir une influence sur d'autres phénomènes. Dans cette vidéo, tu auras donc accès à mon protocole complet. Donc ok, là tu l'as à l'écran, d'accord, mais quand même, je vais te raconter un peu comment ça fonctionne, parce que c'est pas juste j'écoute, j'applique et ça marche, tu vois. Il y a toujours une question de nuance, et il faut toujours que tu individualises ce que je te raconte. C'est pour ça que je t'invite grandement à poser des questions, si toi tu es au courant d'autres symptômes, ou si tu as des antécédents. Moi, je parle à des gens qui ont eu une diète, on va dire très healthy, entre guillemets, ou végétale, très influencée végétale, et qui à cause de ça ont détérioré leur santé intestinale, et qui depuis se retrouvent un peu parasités, un peu bloqués dans leur prise de poids ou de muscle. D'accord, ça c'est mon pitch. Mais il ne faut pas que tu hésites à me dire ton passé personnel pour que je puisse individualiser au maximum mes conseils. Donc soyez curieux, posez des questions en commentaire en DM Instagram, je suis là pour ça. Mais avant, donc introduction, ça c'est moi. Voilà, en gros, Théo. Donc cas personnel, 2 ans en diète healthy végétale. Donc je mangeais 2800 calories par jour. Et petite faute ici, je pesais donc 59 kilos. Donc là, j'étais à 59 avec 2800 calories par jour. Et la taille est la même, hein. Là, j'avais 23-24 ans. Et ici, 24-25. On peut même le voir d'ailleurs sur ma peau. Là, j'ai des plaques rouges de partout. Et là, j'en ai plus aucune. Ça, c'est une conséquence directe d'une muqueuse intestinale qui est en bonne santé, tu vois. T'as plus de réaction cutanée. Ça pour moi c'était un but qui était secondaire. Mon but principal pour moi c'était la prise de poids, tu vois. Je voulais absolument reprendre du poids. J'en avais marre d'être taillé comme une brindille. Je suis toujours assez sec, c'est vrai. Je suis pas particulièrement massif et énorme, tu vois. Mais le fait est que il n'y a pas photo entre les deux, hein. Moi je me sens quand même beaucoup plus à l'aise sur le corps numéro 2. Donc entre temps, donc voilà, j'ai pas changé mes calories, d'accord. Pourtant j'ai pris 10 kilos en 6 mois. Donc c'est une prise de masse entre guillemets plutôt contrôlée. Mais comme tu peux le voir, elle n'a pas été faite par le biais d'un surplus calorique en fait. Parce que entre ce que tu manges, que ce que tu digères et ce que tu assimiles, il y a une très grosse différence. Si tu manges 3000 calories, mais de trucs que tu pourras pas assimiler, bah ça va juste sortir comme c'est rentré en fait. Tu feras que de chier tout le temps. Et c'est ce que j'avais moi. En fait, je passais à la selle peut-être 3 à 4 fois par jour. C'était mes symptômes, tu vois. Je faisais que de pisser. J'avais un sommeil détruit, une santé hormonale vraiment au ras des pâquerettes. Vraiment, c'était un zéro testo pointé. Et comme tu peux le voir aussi, des réactions cutanées et surtout masse musculaire qui ne se développait pas. Parce que là, donc, à moins que tu aies vu ma vidéo sur mon histoire, là, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais du sport. D'accord. Et pourtant, je ressemblais toujours à un skinny fat. Ok. Et dès lors que ma muqueuse a été réparée, boum, tout s'est débloqué et j'ai enfin pu créer ce que je voulais créer. Si tu veux. Et bah, manière secondaire, restaurer mon sommeil, mes problèmes de peau, etc. Donc bref. Et donc moi, cette diète-là, la Animal Based, c'est celle qui m'a permis de guérir mon cas. Donc d'avance, si tu es dans cette situation-là, que tu as un passé healthy, végétal, et que tu constates que tu as eu des répercussions sur ta prise de poids, ta prise de muscle, ton sommeil, ta santé hormonale, problèmes de peau, etc., sache que c'est dépendant de l'état de ta muqueuse intestinale. Okay. Moi là, je te parle de prise de poids et de prise de muscle, certes, mais il n'y a pas que ça, comme tu as pu le voir. Donc je divise ce protocole en 5 étapes, on va dire, même 6, avec donc en premier les prérequis. Les prérequis, c'est de la discipline. Voilà, j'arrête tout le monde, il n'y a pas de méthode miracle. En 2 semaines, c'est bon, c'est retour à la normale. En 2 semaines, je débloque tout. Ça n'existe pas. Croire au processus, c'est bien, mais il faut de la discipline. Si tu n'arrives pas à aligner, on va dire peut-être 70% ou 80% de ce que je te raconte, ça va être compliqué en fait. Naturellement, moins tu mets en place de solutions, plus ça va être lent, tu vois. Voilà. Donc je dis ça déjà pour dissuader tous les gens qui pensaient avoir une solution facile et actionnable en 2 secondes. Mais cependant, avec le bon protocole et le bon accompagnement, pour ceux qui sont intéressés, ça va très très vite. On augmente drastiquement ses chances de réussite. Et ensuite, faire sa propre anamnèse. Alors qu'est-ce que c'est une anamnèse? Ça va te servir à collecter beaucoup de données sur ta propre santé. Comment ça se passe? C'est un questionnaire, c'est beaucoup de questions sur toi. Tu peux le faire seul avec le document que tu auras en description. Ou alors, on peut le faire ensemble si on passe un appel et si tu es intéressé en vue que je t'accompagne. D'accord? Cette anamnèse-là permet de dégager beaucoup de données sur ta personne pour que tu puisses derrière individualiser les conseils que je te raconte. Ça, c'est hyper important. Parce que, bon, après, on le verra dans la vidéo, hein, mais il y a des conseils qui pourraient marcher pour une personne X, mais pas pour une Y. Ensuite, étape 2, là, c'est à J0, donc c'est vraiment dès le départ, tu vois. On retire tout ce qui est toxique.
Si tu manges encore transformé et que tu n'arrives pas à t'en défaire, ça va être chaud. Si tu fumes, c'est un peu tendu, hein. Si tu clopes, c'est un problème. Si tu bois encore, n'espère même pas réussir. Je te dis honnêtement, si tu bois encore, n'espère même pas arranger les choses. Les gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai besoin de boire mon petit verre social tous les week-ends, je m'en tape complètement. Pendant 6 mois, tu lock-in. Pendant 6 mois, c'est discipline. Il n'y a pas de truc d'alcool social, je sais pas quoi. Tu prends des boissons soft, tu te débrouilles, mais il n'y a pas de mais moi il me faut mon verre de vin toutes les semaines, il me faut ma bière entre copains, sinon socialement c'est compliqué. Je parle à des gens qui sont disciplinés et qui veulent avoir le résultat qu'ils veulent atteindre en fait. Sache que l'alcool, comme le tabac ou la bouffe transformée, sont les 3 pires leviers, hein, les 3 pires habitudes qui vont totalement ruiner toutes tes chances de réussite. Et enfin, le non bio, donc ça va directement avec le transformé. Mais manger bio, même si le bio en France est un label qui tend à devenir un peu plus laxiste, ça garantit quand même une certaine forme de qualité. Ok. Et ensuite, donc étape 2, le retrait des irritants. Grosso modo, ce sont les aliments que je mangeais avant et que tu manges sûrement et qui sont responsables de la destruction de ta muqueuse intestinale. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ta muqueuse, elle peut être détériorée par autre chose. Si par exemple, tu as vu ma vidéo sur l'estomac, tu sais que un acide gastrique qui est très faible, donc un pH gastrique alcalin, qui va donc être sécrété en réaction à une diète végétale, fera que quand tu vas manger des produits animaux, tu vas mal digérer tes protéines. Parce que tes protéines animales nécessitent un pH gastrique acide. Mais comme il n'est pas acide parce que tu mangeais avant végétal, tu vas donc avoir des protéines qui vont être pas correctement dégradées. Et ces protéines qui ne sont pas correctement dégradées, donc en peptides puis en acides aminés, eh bien, tu vas avoir des gros stucs, des gros bouts de protéines comme ça dans l'intestin. Et ça peut alimenter une porosité. Donc il faut aller voir ma vidéo sur l'estomac, tu vois. C'est un protocole complexe, je te livre ici, mais il faut que tu ailles voir les autres vidéos. C'est hyper important. Je ne te vends pas une méthode miracle de rêve, etc. C'est un accompagnement, c'est un processus qui prend des semaines et des semaines, et ça demande de la discipline. Ok. Je suis honnête avec toi, on n'a rien sans rien, et il faut faire des efforts et ne pas faire n'importe quoi aussi. Donc les irritants en question sont bien souvent les végétaux non préparés. Donc quand je parle de préparation, c'est la fermentation par exemple. Quand le produit végétal est fermenté, c'est vrai, c'est beaucoup mieux toléré et digeste et beaucoup moins délétère qu'un végétal qui est simplement cuit, voire encore pire, qui est cru. Moi le cru j'ai essayé, ça m'a apporté que des emmerdes. Mais en fait ce qui est important surtout, ça va être de diminuer la part de végétal dans ta diète et d'introduire donc, pour balancer ça, une part d'animal plus importante. Surtout ce qui est chou et salade, ça contient beaucoup de fibres insolubles. Et tu verras que, certes, elles peuvent avoir un usage qui est intéressant, ces fibres précises-là, insolubles, mais dans ton cas, ça va être plus irritant qu'autre chose. Et enfin, donc, ce qui est piquant, donc tout ce qui est piment, par exemple, ou les huiles pimentées, et la friture. Et également, là, c'est un point de nuance, il faut se méfier de certains aliments. Parce que, tu as des fruits, ok, c'est végétal, ok, c'est fibreux, mais le fait est que grâce aux fruits, et notamment au pain, donc le pain au levain, attention, est un pain qui est bien digéré, d'accord. Tout comme le riz aussi, on en parlera ensuite, mais le riz est un végétal qui est bien digéré. Quand tu vas chercher à avoir un apport en glucides, il faut que tu aies un apport en glucides qui va être donc très digeste, ok, et le moins irritant possible. Les fruits ne sont pas tous à égalité, hein, d'accord, et on va se diriger vers ceux qui ont très peu de fibres insolubles, et surtout, point numéro 2, ceux qui n'ont pas beaucoup de FODMAP. C'est quoi les FODMAP? Ce sont des sucres fermenticibles, ok, qui vont donc dans ton intestin fermenter, et tes bactéries vont donc se délecter de ces glucides qui sont parfaitement indigestes et vont en réaction, tout comme toi, les manger et entraîner une déjection. Et souvent, c'est du gaz. D'accord? Mais à tout temps, être soumis au FODMAP, ça entretient ta porosité intestinale. T'inquiète pas, en description, je te mettrai tout ça, il n'y a pas de souci. Également, les produits laitiers. Alors oui, si vous me connaissez un petit peu, je suis un gros défenseur des produits laitiers crus. C'est vrai. Alors ça dépend la muqueuse dans quel état elle est, hein, mais quand tu as une porosité qui est vraiment très sévère, je déconseille les produits laitiers. À partir d'un certain état, ça peut être bénéfique. Et en vrai, le beurre cru est ultra intéressant. Cependant, en fonction de ton point de départ, les produits laitiers, ça pourrait être totalement contre-productif du fait que ton intolérance aux produits laitiers se manifeste bien souvent en première dès que tu as une porosité. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais aussi le blanc d'œuf. Souvent, ça passe pas, tu vois. Le jaune d'œuf passe tranquillement, mais pas le blanc, même s'il est cuit, hein. Ça passe souvent pas du tout. Et enfin, les produits fermentés, pareil, c'est du test. Il faut que tu essayes pour voir comment tu réagis à ça. Parce que comme tu as une muqueuse qui est poreuse, ok, ce qui en découle et ce qui est même directement corrélé, c'est que ton microbiote n'est pas forcément non plus, équilibré, il n'est pas en symbiose. Donc quand ton biote n'est pas correctement équilibré, manger fermenté, donc des nouvelles bactéries, ça va être, dans ton cas précis, apporter des bactéries exogènes sur un terrain qui n'est pas forcément équilibré, tu vois. Donc pour des gens, ça marchera
sous un angle bénéfique. En gros, leur terrain est déséquilibré, mais leur muqueuse n'est pas suffisamment altérée pour qu'il y ait un aspect négatif, pardon. Mais pour des gens qui auront une muqueuse vraiment poreuse et qui vont être ultra sensibles, les produits fermentés, c'est un peu complexe, tu vois. Donc ça, c'est typiquement un conseil qui va être à individualiser en fonction de l'anamnèse, en fonction de tes symptômes. Ok. Numéro 3, donc là on rentre un peu dans le dur, on va dire, pendant au moins 2 mois, c'est le minimum pour moi, on va introduire des réparateurs de muqueuse. Voici tous les micronutriments, et même macros pour les protéines, qu'on cherche à avoir. Pourquoi? Bon, les protéines interviennent directement dans la reconstruction cellulaire, donc c'est hyper important. Mais en particulier, la glutamine et la glycine. Pourquoi? Parce que la glutamine et la glycine sont le carburant préféré des entérocytes. Les entérocytes sont les cellules de ton intestin. Elles carburent à la glutamine et à la glycine. Elles carburent également au butyrate. Le butyrate que tu pourras avoir dans du beurre cru. Le beurre cru, il est quasiment exempt de lactose. Donc en général, ça passe pour quasiment tout le monde. Mais encore une fois, attention. Tu vois. Trouve un beurre cru, la marque Gabori est très connue en magasin bio. Trouve un beurre cru, achète-le, mange-en et vois ce qui se passe. Et encore une fois, faire ça graduellement. Parce que si tu manges beaucoup de beurre d'un coup, ça va faire beaucoup trop de graisse d'un coup par rapport à toi qui n'es peut-être pas habitué à manger aussi gras. Et donc, tu vas te taper une chiasse et des selles toutes jaunes. Donc, encore une fois, ce que je raconte, il faut vraiment le faire graduellement. Okay, et glutamine et glycine qui sont des précurseurs du collagène et dont leur action sera boostée par la vitamine C. Pour ceux qui verront la vidéo, je pense qu'elle sortira peut-être après, sur tout ce qui est synergie, biodisponibilité, etc. Vous allez comprendre en fait que tous les micronutriments et les macronutriments fonctionnent tous en synergie. D'accord? Donc la vitamine C, elle intervient directement dans la synthèse du collagène, mais c'est permis uniquement en présence de glutamine et glycine. Ok? Donc pour ceux qui prenaient par exemple des compléments alimentaires en collagène, si tu n'as pas un apport en vitamine C qui est conséquent, ça sert à rien en fait. Et inversement, de la vitamine C toute seule, si tu prends que ça peut être totalement contre-productif. Mais ça, j'en parle dans l'autre vidéo. Vitamine A pour le côté cicatrisant, c'est hyper important, tout comme le cuivre. Et pourquoi je parle de cuivre? Parce que tu vas devoir avoir recours à du zinc. Le zinc est un minéral hyper intéressant dans la restauration de ta muqueuse intestinale. Mais le zinc et le cuivre fonctionnent, eux, en antagonistes. Donc plus tu as de zinc, plus ça baisse ton cuivre. Et quand tu as trop de zinc en toi, tu es en carence de cuivre, et inversement si tu veux. Le problème, c'est que le zinc est souvent un complément que beaucoup de gens prennent, en fait, mais sans prendre de cuivre derrière. Donc les gens ne savent pas, en fait, qu'en prenant plein de zinc, ils se mettent en carence de cuivre tout seul. Comme tu vas être amené à manger plus de zinc que d'habitude, notamment via les huîtres ou le foie animal dans les abats, eh bien, tu vas devoir avoir du cuivre. Okay, fort heureusement, tu as plein de cuivre dans le foie animal. Mais si jamais, pour des raisons peut-être logistiques, pratiques, tu vas me dire ah, « moi, ça me gave, en plus, j'aime pas les abats, donc je prends du zinc en complément. » Bon, pour moi, c'est pas un move à faire, mais soit. Eh bien, si tu prends du zinc, sache qu'il faudra toujours prendre du cuivre pour équilibrer ce ratio. Bref, les vitamines B, donc là je ne cite pas toutes, la vitamine D et non pas la vitamine D en gouttes. D'accord? La vitamine D, c'est une hormone. La vitamine D, on parle beaucoup du mot vitamine, j'aime pas ce terme-là parce que en fait, c'est un peu galvaudé. Quand on pense à vitamine, on se dit ah, c'est un truc vital, donc il faut qu'on l'ait, tu vois. C'est un nutriment vital, c'est ce que tout le monde se dit. Sauf que la vitamine D se comporte comme une hormone. La vitamine D, elle a vraiment une influence hormonale. La vitamine D, dans ce contexte-là, va permettre de resserrer les jonctions serrées entre tes entérocytes. Alors là, donc là, petit schéma rapide. Ça, donc, c'est l'intestin. L'intestin, donc tu vois, c'est une sorte de tuyau. Donc si je le coupe en transversal, tu obtiens ce machin-là, à peu près. Voilà, ce truc-là en tube, grosso modo. Et si je regarde, je déroule ce tube-là, qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Ça, ce sont donc les entérocytes, ok? Ces petites cellules bizarres. Et en fait, ce qui fait que tu fais que d'aller aux toilettes, que de pisser, que tu n'arrives pas à créer du muscle, que tu n'arrives pas à prendre du poids, c'est que donc que tu n'absorbes rien. Et pourquoi tu n'absorbes rien? Parce que tes cellules, elles sont dans cette situation-là précise. Elles sont écartées. Elles ne sont pas perméables, tu vois, elles ne sont pas bien hermétiques. Elles sont écartées. Et donc, ça laisse passer dans ton sang pas mal de choses, dont des nutriments que tu ne pourras pas métaboliser. Et où est-ce qu'après ils vont partir? Dans les toilettes. Et la vitamine D, elle permet de renforcer cette jonction et donc cette perméabilité. Et donc, non, tu n'iras pas prendre ta vitamine D en gouttes à 30 balles par mois. Non, tu vas aller au soleil. Parce que penser qu'une goutte de vitamine D, qui d'ailleurs n'est même pas la bonne forme absorbable de vitamine D, c'est quand même dingue, eh bien, ne peut pas répliquer l'activité hormonale qu'induit l'exposition au soleil. Ça paraît peut-être évident, dit comme ça, mais non, une goutte de vitamine D ne peut pas répliquer l'activité de synthèse naturelle de vitamine D induite par la présence de soleil. Bon, je passe un petit peu le rôle individuel de chaque nutriment, d'accord, mais sache qu'on va faire en sorte d'avoir une diète qui contienne au maximum ces éléments-là, d'accord? Et en partie 4, on verra ensuite sur les jours suivants, il y aura un peu une catégorie optimisation. Et ensuite, donc le temps passe, et pendant 2 mois déjà, si tu as une diète qui est différente et qui inclut ces nutriments-là, ça va être super utile. Ok? Mais le temps passant, je te le dis,
Ton problème ne peut pas être résolu strictement par l'assiette. Si tu veux maximiser tes chances de réussite, il faut que tu mettes en place des habitudes dans ton hygiène de vie qui vont t'aider. Et quelles sont-elles? On l'a vu juste avant, donc l'exposition au soleil pour avoir ta vitamine D naturelle. La gestion du stress. Pourquoi? Alors, exemple, quand tu es stressé, donc par exemple tu es victime de stress chronique parce que ton patron te casse les couilles, parce que tu as perdu un proche, parce que tu as une situation financière un peu compliquée, j'en sais rien, tu es donc en stress chronique. Donc c'est un stress qui n'est pas forcément violent, d'accord, mais qui tourne toujours en bruit de fond. Le stress chronique, ça va ralentir ton transit. Tu vas être constipé très régulièrement, tu vois. Le problème, c'est qu'en étant constipé, tes selles, elles vont rester très longtemps en toi. Elles mettent beaucoup de temps pour transiter dans tout le côlon et ensuite sortir. Le problème, c'est que dans ton côlon, tu as donc ici le sécom. C'est en gros ton réservoir à bactéries. Mais même de toute façon, des bactéries, tu en as vraiment tout le long de ton côlon, tu vois. Mais comme tes selles, elles restent très longtemps dans ton côlon, parce que tu es constipé, des bactéries vont fermenter tes propres selles. Et là, par contre, c'est un problème. Déjà, c'est dégueulasse, hein, mais là, c'est un problème. Parce que ça va alimenter encore plus cette porosité intestinale. Ok? D'autant plus que ton côlon, il est chargé de réabsorber l'eau dans tes selles afin qu'elles aient une consistance correcte. Ok? Et ton corps, en fait, il va se réhydrater avec l'eau réabsorbée des selles. Quand tu as un transit qui est trop rapide, et bah, tu as la chiasse. Et donc, tu vas excréter des selles liquides qui sont pleines de flotte. Parce que la selle en question, elle est passée trop rapidement ici dans le côlon, et donc il n'a pas eu le temps de réabsorber l'eau qu'il voulait réabsorber. Quand tu es constipé, c'est l'inverse. Tes selles, elles vont rester tellement longtemps que ton côlon, il aura largement le temps de réabsorber l'eau, mais en excès. Donc tu vas avoir des selles hyper sèches. Et comme c'est hyper sec, c'est hyper irritant pour ta muqueuse. Donc en étant très dur, tes selles vont venir irriter toute ta paroi, donc ici plutôt au niveau du côlon. Mais bon, ça alimente ta porosité intestinale. Parce que oui, quand je parle d'intestin, je parle d'intestin grêle et d'œufs. Et donc le stress, ça vient grandement jouer là-dessus. Aussi, autre exemple, quand tu es très stressé, tu vas avoir plus envie d'uriner. Et comme tu urines beaucoup plus, tu vas perdre plein de minéraux dans tes urines. Okay, des minéraux qui auraient pu être utiles pour réparer ta muqueuse intestinale. Le mouvement, c'est hyper important. Je ne parle pas de sport, je parle de mouvement. C'est plus important pour toi d'être mobile que d'aller taper des séances de sport. Je te le dis. Le mouvement stimule le transit. Donc si tu es constipé un peu de base par le stress, ça va t'aider. Mais si en plus de ça, tu coupes le mouvement au soleil, donc par exemple marcher au soleil, c'est top, tu vois. Et en plus, c'est très déstressant d'aller au soleil et de marcher au soleil. Tu as une habitude ici qui est un combo des trois. Le fait d'être en mouvement, ça va actionner ton système lymphatique. Donc c'est un autre système, c'est pas le système sanguin ou le système nerveux. La lymphe est un autre liquide qui coule en toi, et cette lymphe, elle est chargée de faire transiter, mais surtout d'évacuer les toxines. Les toxines vont toujours te causer du tort. Parce qu'un corps qui est donc encrassé, j'aime pas trop ce terme, mais un corps qui est rempli de toxines, c'est un corps qui va donc monopoliser de l'énergie, des calories et des micronutriments, pour combattre et excréter au maximum ces toxines-là. Donc ça fait de l'énergie en moins, si tu veux, pour réparer ta muqueuse. Et donc si tu mets du mouvement dans ta vie, okay, et que tu n'es plus sédentaire, tu viens dégager de l'énergie, si tu veux, pour que ton corps puisse se focaliser sur ce qui est le plus important pour toi en ce moment, à savoir réparer ta muqueuse. Pareil pour le sommeil. Ce que tu manges va directement influer sur ta qualité de sommeil, vrai, mais avoir un sommeil déréglé, par exemple se coucher à point d'heure et se lever à des horaires irréguliers, hein, tout comme le fait de manger à des heures irrégulières, c'est un problème. Le corps il est très cyclique. Je pense que tu sais ce que c'est le rythme circadien. C'est pour résumer l'horloge interne de ton corps, qui est d'ailleurs régulée en très grande partie via l'exposition au soleil. Donc c'est important de s'exposer. On verra après comment le faire intelligemment, d'accord? Donc ton sommeil va régler cette horloge interne par le biais aussi du soleil. C'est interdépendant les deux. Et le corps fonctionne de façon cyclique. Tu as des processus hormonaux, enzymatiques, bactériens, tout ce que tu peux penser et imaginer, qui sont cycliques. Et une machine dont les processus sont cycliques, c'est beaucoup plus simple à faire fonctionner et beaucoup plus simple à réguler qu'une machine qui fonctionne de façon anarchique. Ça paraît évident. C'est gouverné par ton sommeil. Et encore, là je résume beaucoup, je pense qu'il y aura une vidéo par rapport à ça spécifique. La mastication, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'estomac. Donc là je résume vite fait. Ne pas mastiquer, ça va venir entraver la prédigestion de ce qu'il y a dans ta bouche, d'une part, mais surtout des amidons, des graisses alimentaires et des protéines. Tout ce qui n'est pas optimisé au niveau de la bouche va être une charge de travail que tu vas renvoyer à l'estomac, qui va donc être surchargé et peut-être pas faire le taf correctement, et donc renvoyer la tâche à l'intestin. Exemple, je mange un repas, je mâche un peu vite. Vraiment, allez, peut-être je mâche 10 fois et j'avale des gros morceaux de nourriture. L'estomac, il est en galère, il n'est pas censé recevoir des morceaux de nourriture énormes, donc il va être surchargé, ok, il va avoir beaucoup de mal à décomposer tes protéines en peptides, puis tes peptides en acides aminés. Pourquoi? Parce que les morceaux que tu lui donnes sont beaucoup trop gros. De ce fait, alors soit il va être ralenti, donc tu vas avoir des ballonnements après les repas par exemple, du reflux acide ou peut-être des rots,
Et le fait est que ton estomac, s'il n'est pas capable de compenser à lui seul toute la mastication que tu as mal faite, ce qui arrive quasiment tout le temps en vérité, et bah lui, il va quand même se vider. On appelle ça donc la vidange gastrique. Il va quand même se vider. Et cette nourriture mal prédigérée, eh bien, elle va arriver dans l'intestin qui, lui, va devoir se coltiner tout le travail. Le pauvre, il va avoir un afflux de protéines mal digérées à cause de ta mastication qui était mauvaise. Il va avoir un afflux d'amidon, si tu manges encore du pain au levain ou du riz blanc, etc. Il va avoir un afflux d'amidon qui n'a pas été correctement digéré. Ok? Et ça fait du travail en plus pour l'intestin qui n'a pas que ça à faire. Pourquoi? Parce qu'il pense à se réparer. Il ne pense pas forcément à rattraper les erreurs de son copain d'estomac et de sa copine de la bouche. Non, il pense à se réparer, il n'a pas que ça à faire. Donc il faut lui faciliter la tâche au maximum. Il y aura une vidéo, je pense, sur l'hygiène buccale. Sur mon compte Instagram, tu en as déjà une qui est faite par rapport à ça. Mais ton biote buccal va directement influencer ce qui se passe dans l'estomac et directement influencer ce qui se passe dans l'intestin pour toi. Ça fait partie des optimisations. Donc là, je parle peut-être de cosmétiques. Pour ceux qui ont plein de dentifrices, qui sont bourrés de conservateurs et de perturbateurs endocriniens, ceux qui font des bains de bouche tous les jours, arrêtez ça, vraiment arrêtez ça parce que ça entrave votre biote buccal et donc ça reporte tout le travail sur vos organes digestifs qui sont suivants. Voilà, on ne parle pas d'intestin, on parle de système digestif, c'est un peu différent. Hydratation, c'est pareil, je ne vais pas faire une redite par rapport à ça, il y a une vidéo qui en parle. Et enfin, une fois que tout est mis en place, magnifique, qu'est-ce qui se passe une fois que je constate vraiment les effets bénéfiques de ce protocole et de ce régime-là? Bien, il faut doser. Tu pourras rester en animal-based diet et de temps en temps remanger du végétal comme avant, genre des salades, des machins et tout. Ouais, c'est possible, mais il faut quand même doser et se rappeler que c'est à cause de ces aliments-là que tu as eu ces problèmes-là. Pour autant, ton corps devrait être capable d'encaisser une salade ou une pizza pleine de gluten au bout de 6 mois après ta réparation. Ce serait même d'ailleurs assez flippant parce que si après 6 mois de protocole de réparation, tu n'arrives pas à encaisser un écart, c'est que tu n'as aucune résilience à la malbouffe, entre guillemets, ou aucune résilience aux aliments irritants. Ce qui révèle donc que ta muqueuse n'est pas encore assez réparée. Donc je te dis pas de bannir ce truc-là pour toute ta vie, pas du tout. C'est simplement, il faut le mettre de côté pendant ton processus de réparation. Et donc là, énorme synthèse, quels sont les aliments à privilégier? Le bouillon d'os va grandement t'aider. Il contient la glutamine et la glycine dont on parlait avant. Également les graisses alimentaires, les graisses animales. Et en plus de ça, si tu fais cuire dedans des viandes rouges, grasses et gélatineuses, comme l'agneau par exemple, l'agneau en collier, en jarret, c'est vraiment le top du top. Tu as le paleron aussi sur les pièces de veau qui sont excellentes. Ça va vraiment grandement t'aider. Et encore mieux si c'est cuit dans du bouillon. Ok, mais encore une fois, parenthèse, pour ceux qui seraient intolérants à l'histamine, mettez un commentaire parce que ça sera sûrement une vidéo spéciale pour ça. Parce que oui, quand tu as une muqueuse intestinale qui est dégradée, tu peux développer une intolérance à l'histamine. Or, les produits qui peuvent t'aider à guérir sont en général histaminiques. Donc ça demande un ajustement par rapport à ça. Mais ça ne concerne que les gens qui sont intolérants à l'histamine. Et ça, il faut le voir ensemble. Le foie, les rognons, le cœur. Ce sont 3 abats qui vont être super denses en nutriments. Basiquement, en fait, tous les aliments qui sont ici contiennent exactement ce qu'il te faut. Ok. Les poissons gras de qualité. Donc sardines et maquereaux en priorité. Le saumon, c'est pas mal, mais bon, c'est assez pollué. D'accord. Le thon, encore pire. Les huîtres. Et oui, les huîtres contiennent une quantité non négligeable de zinc. Et rien que pour ça, c'est le top du top. Une huître, c'est 100% de ton zinc par jour. Et la teneur en zinc des huîtres va te permettre d'avoir un acide gastrique qui est quand même plutôt fort. Sachant que si tu viens d'un régime végétal, tu as un acide qui est faible. Donc ça va être un facteur limitant. Donc il faut restaurer l'acide gastrique. Les fruits de mer, encore une fois, la qualité primera toujours sur la quantité. Les agrumes, pour la vitamine C, les baies, vitamine C également, les jaunes d'œufs. Pourquoi les jaunes? Parce que tout à l'heure je dis que les blancs étaient souvent mal tolérés. Le pain au levain et le riz restent 2 amidons qui sont très bien tolérés. Le pain au levain, alors ok, c'est fermenté, mais dans ma pratique personnelle et dans les coachings que je fais depuis 1 an, ça passe quasiment tout le temps en fait. Donc moi, le pain au levain, ça reste une excellente source. Et pour le riz, la seule précaution à avoir, ce serait de prendre du riz blanc de Camargue et de le faire tremper au moins 12 heures la veille. Ça permet de faire 2 choses quand on le trempe. Un, de retirer les métaux lourds qui sont dedans, parce qu'effectivement, le riz, en général, c'est assez pollué à l'arsenic. Mais surtout, le fait de faire tremper ton riz dans de l'eau, ça va activer des enzymes qu'on appelle les phytases et qui vont donc dégrader l'acide phytique, une toxine qui est dans le riz et qui va venir capter, donc chélater, ça veut dire capter un minéral et le rendre inutilisable. Et donc cet acide phytique qui est dans le riz, il convient de le dégrader en faisant tremper pour pas que ça parasite en fait les micronutriments que tu manges autour de ce riz. Pour les compléments alimentaires, alors effectivement, il y en a qui vont t'aider, ok, mais ils fonctionnent tous en synergie. Ok, donc le bouillon d'os, pourquoi il est encore là ce bouillon d'os? Avant, je parlais d'histamine. Ok, sachez qu'il y a une marque qui s'appelle Jarmino, Jarmino. En description, je mettrai encore une fois le lien vers le produit. Ils ont développé un bouillon d'os qui est sans histamine. Donc pour ceux qui ont la flemme d'en faire un et pour ceux qui sont intolérants à l'histamine, le bouillon Jarmino est une véritable pépite. On a aussi le zinc L-carnosine. C'est une forme de zinc
dont l'action va être très recherchée pour l'intégrité de ta muqueuse intestinale. Cependant, petit rappel, zinc, cuivre, antagoniste. Donc si on prend du zinc L-carnosine, soit on a un apport en cuivre non négligeable dans ce qu'on mange avec du foie. Pour le foie, 20 grammes par jour est déjà une très bonne portion. Ok, si tu n'aimes pas le foie, peut-être prendre du cuivre en complément alimentaire. La gélatine, pour la raison similaire à la glutamine et la glycine, que ça permet la synthèse de collagène. Et donc, vitamine C au besoin, franchement au besoin, mais avec des agrumes, on a largement assez. Ok, et le magnésium. Mais le magnésium est un minéral qui est synergique avec le calcium et la vitamine D, entre autres. Donc, il faut s'exposer au soleil pour sa vitamine D et pour le calcium. Alors, soit on tolère les produits laitiers, dans ce cas-là, incroyable, soit eh bien, on mange des produits de la mer. Parce que donc, les poissons d'eau de mer, les fruits de mer contiennent du calcium. C'est toujours un équilibre. Et dans l'hygiène de vie, s'exposer à la lumière naturelle au moins le matin, le midi, l'après-midi et le soir pendant 10 minutes. Le but, c'est la vitamine D, certes, mais aussi de régler son rythme circadien. Et là, je nuance bien, c'est pas le soleil, c'est la lumière naturelle. S'il fait gris, il faut quand même aller dehors. C'est hyper important. Gérer ton stress, il y aura une vidéo par rapport à ça spécifique. Le yoga somatique, ça fait un petit peu hippie, tu vois. Ça marche, je te le dis. Tous les matins, moi je le fais, ça marche de fou. Ça marche de fou. La lecture marche très bien. Et pareil, si tu n'arrives pas à dormir correctement, rien ne t'empêche de lire avant de dormir, par exemple. L'écriture, moi aussi je fais ça, du journaling. Chaque jour, j'écris dans un petit journal ce que j'ai fait, sur quoi en ce moment je cogite. J'ai aussi un petit tableau comme ça d'habitude et je mets des petites croix pour dire que je l'ai fait, tu vois, par exemple. Ça m'aide, tu vois, à décharger beaucoup de choses dans mon esprit. Le sport, la musique, méditer, technique de respiration. Bon, il y aura une vidéo pour ça spéciale, d'accord? Être en mouvement, ok, on l'a vu ensemble, et casser sa sédentarité, le mouvement est mieux que le sport dans ta situation. Le sommeil, donc il y a plusieurs outils que tu peux utiliser. Des lunettes anti-lumière bleue. Je bosse avec une seule et unique marque d'un mec qui a produit les meilleures lunettes du marché. En description, tu auras le lien vers son site, également vers son compte Instagram et même un code promo. C'est le seul produit que j'ai où il y a un code promo. Ces lunettes te permettent de bloquer la lumière bleue artificielle qui vient dérégler ton horloge interne dont on parlait juste avant. Activer donc évidemment les filtres anti-lumière bleue sur tes appareils. Tu pourrais d'ailleurs investir dans des lampes qui n'éclairent pas, donc pas des LED blanches qui défoncent les yeux, mais des lampes qui ont un éclairage plutôt chaud. Pas d'écran avant de dormir, pas de sport 3 heures avant. Pourquoi? Parce que le sport entraîne donc une sécrétion de cortisol, une hormone en réaction au stress. Ok, et ça t'empêche de dormir efficacement. La pollution des ondes, on en parlera sûrement un autre jour. Faire un repas que tu arrives à digérer avant de dormir, c'est hyper important. Pareil pour le repas, essaye de ne pas manger 1 heure avant. 3 heures avant, c'est quand même mieux, tu vois. Bien mastiquer, on l'a vu ensemble. Bien s'hydrater, donc la vidéo correspondante est sur ma chaîne YouTube. Et virer toute forme de cosmétiques aux ingrédients plutôt douteux. Voilà, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc voilà grosso modo tout ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir réparer ma muqueuse intestinale. Voilà. Si tu veux que je t'aide, on passe en DM. Sinon, ma chaîne YouTube est là pour ça.